Alors, on va conclure tous les trois cette grande journée que vous n'avez certainement pas suivie, mais je vais vous faire un petit récap synthétique. Simplement, on va s'interroger ensemble sur les enjeux de la sécurité demain et de la confiance numérique. Et donc on est tous les trois. Donc, je vous présente, chers amis, Béatrice Perrani, qui fait partie de l'Alliance FIDO et qui est expert normalisation chez Thales. C'est bien ça, Béatrice? Je ne me trompe pas? Oui, Parfait. Et Karim Bouani, qui est Digital Identity et Trust Services Director chez Devoteam. C'est bien ça aussi? C'est bien cela. Bonjour à tous. Bah, écoutez, merci de nous avoir rejoints pour cette dernière demi-heure. Alors écoutez, l'idée, c'était peut-être de faire d'abord un bilan, parce que forcément, vous tous qui nous écoutez, vous n'avez pas tout suivi depuis ce matin, 9h30, hein, il y avait beaucoup de choses. Donc, si je résume, vous aurez évidemment le loisir de regarder le replay quand on vous l'enverra, mais il a été question de cyberprévention, de protection donc réputationnelle pour les sites web. On a beaucoup parlé de compliance, donc de conformité qui aujourd'hui se retrouve à la charge des entreprises, parce que finalement les États se retrouvent incapables aujourd'hui de lutter contre toutes les menaces et tous les risques, la fraude, la corruption qui existent. Donc ce sont les entreprises aujourd'hui qui pilotent par les risques désormais, c'est ce que j'ai retenu. Une fonction que je connaissais pas, c'est compliance officer, qui apparaît au sein de nombreuses entreprises aussi. La signature électronique, évidemment, on en a beaucoup parlé à la fois dans le guichet juridique, puisqu'il y a beaucoup de questions qui concernaient effectivement que ça, la signature électronique, et puis cette conférence qu'on a eue en tout début de journée, qui a été finalement la plus suivie. Donc comme quoi la signature électronique, même si depuis 2 ans, les entreprises s'équipent et on en parle beaucoup, écoutez, ça continue d'intéresser tout le monde. Et puis, on a beaucoup parlé finalement sur cette seconde partie de journée de cartes d'identité numérique, d'identity wallet, etc. Toute cette notion d'identité numérique. Et je crois donc finalement tous les deux que ça fait partie aussi des enjeux, en tout cas des technologies qui vont se développer, dont vous comptez nous parler. Mais alors auparavant, euh, évidemment, vous pouvez, alors quand on a parlé de confiance numérique, évidemment, généralement quand on parle de confiance, on confiance aussi en ce qu'on lit, dans les actus, les articles, donc on fait confiance à des journalistes, à des médias comme Archimag, mais on fait confiance aussi à des rapports, des études de cabinets d'audit et de consulting. Et puis, je suis tombé, je vous avoue par hasard, Karim, sur le Tech Radar que Devoteam et que vous avez fait tout seul. Alors, vous allez nous expliquer que vous avez sorti, en tout cas. Mhm. Et, euh, et je me suis dit, tiens, ça c'est super intéressant, finalement, dans cet environnement technologique qui est complexe et qui évolue tout le temps, d'avoir finalement un guide pour se repérer dans certaines pans de technologie. Alors, juste avant de parler de la confiance et des enjeux de sécurité de demain, ce Tech Radar, expliquez-nous c'est quoi et c'est quoi sa vocation? En fait, le Tech Radar euh, est né d'un constat que vous avez très bien indiqué, à savoir qu'on est dans une effervescence en termes technologiques. On a de nouvelles startups, de nouveaux éditeurs de solutions qui apparaissent tous les jours sur tous les domaines dans la confiance, sur la confiance numérique. Et côté Devoteam, nous avons un formidable vivier finalement d'experts, de consultants techniques, technophiles, et qui, de par leurs différentes missions, ont une vision sur les enjeux, les besoins des différents clients et aussi sur les différentes technologies. Donc, côté Devoteam, nous avons cette conviction que la réponse aux grands défis de notre époque passe nécessairement par la technologie. Et on a voulu profiter justement de ce beau positionnement et des questionnements que nous avons de la part de nos différents clients, de comment finalement se repérer dans ce paysage multiforme et qui évolue de jour en jour. Et donc, on est arrivé avec un Tech Radar qui regroupe plus de 130 technologies et solutions sur un certain nombre de thématiques, notamment la thématique autour de tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est digital business and product, tout ce qui est
distributed cloud. Et donc, Heu, finalement, l'objectif était de voir par rapport à cet ensemble de technologies que nous avions, bah, quel niveau de maturité se trouvent ces différentes technologies, et donc là, on avait ces 4 niveaux de technologies pour pouvoir s'y repérer. Ah bah, écoutez, c'est ouais, j'ai trouvé ça super intéressant et donc il est à télécharger sur le site de Devoteam, c'est ça? Il est à télécharger, sur le site de Devoteam, et donc vous pourrez, y accéder de manière complètement gratuite. C'est une initiative qui va devenir récurrente au sein de Devoteam, vu, finalement l'écho et le succès que cela a pu avoir, et qui fait suite à un événement où on a fait, qu'on a réalisé et qui présentait ce Tech Radar. Donc, si vous avez des questions, à la fois autour de sujets autour du digital business and product, de la data driven intelligence, du distributed cloud, de l'automatisation des processus, de la cybersécurité et de la durabilité, cela fait partie, finalement, de ces grands thèmes qu'on va pouvoir retrouver dans le cadre de ce Tech Radar. Et la récurrence que vous prévoyez, c'est quoi? C'est tous les ans, tous les 6 mois? Pour le moment, c'est 1 an. Ah non. Déjà, déjà, c'est un travail qui est conséquent. Quand vous le lirez, vous pourrez voir que 130, plus de 130, on est à 133 technologies et solutions, qui nécessitent l'intervention d'un certain nombre d'experts, gourous, consultants. 6 mois pour un travail de qualité était un peu court, et je pense que Ouais. notre service marketing nous aurait détesté si on avait dit qu'on allait faire ce travail tous les 6 mois. Donc, normalement, c'est annuel. Très bien. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra le lien pour le télécharger dans le mail, où vous pourrez, accéder au replay de cette journée. Voilà, alors donc finalement, ce Tech Radar en est la preuve, la confiance numérique, la sécurité, ça passe, forcément par des technologies et alors donc, si on là, je vous interroge tous les 2, hein, quelle technologie vous voyez émerger demain? Alors évidemment, la première des choses, ce dont on a déjà parlé au cours de cette journée, c'est l'authentification, les accès et là, de ce côté-là, est-ce qu'il y a des nouveautés à entrevoir? Béatrice, Karim, là, je vous laisse, Béatrice peut-être? Oui, bonjour à tous. Merci, Ah, Archimag, peut-être pour oui, l'invitation. Oui, oui et peut-être d'abord, nous rappeler, l'alliance, FIDO, ce que c'est oui, parce bien que sûr. peut-être certains ne connaissent pas. Je vais commencer par ça. Oui, oui. Donc d'abord, oui, merci, pour l'invitation. Alors même si effectivement j'ai pas suivi l'ensemble de la journée, j'ai vu des mots-clés, qui ont fait tilt, puisque pendant 10 ans j'ai travaillé en signature électronique, autour de donc en normalisation, puisque je suis expert normalisation, donc avec le CEN, avec l'ETSI, avec la Commission européenne. Et au bout de 10 ans, donc j'ai changé d'activité et je participe donc depuis 2017 à l'alliance FIDO. Et je suis actuellement, co-responsable de 2 groupes de travail. L'un qui est avec un focus sur la certification, puisque c'est très important pour FIDO de fournir des programmes de certification. Et le deuxième, c'est, un groupe sur, la sécurité et le respect de la vie privée. Donc ce sont 2 groupes, qui sont, assez complémentaires. Donc l'alliance FIDO, qu'est-ce que c'est? Donc l'alliance FIDO, c'est une alliance industrielle qui a été fondée en 2013. On trouve maintenant, plus de 300 membres avec les acteurs majeurs, de l'écosystème, hein, donc Thales évidemment en fait partie. On a aussi Google, Microsoft, Yubico, Visa, Mastercard, j'en ai sans doute, oublié plein. Et donc ce qui est très intéressant parce que ça permet d'avoir, de pouvoir se projeter sur des solutions qui vont être implémentées parce que tous les acteurs sont là pour faire en sorte que, les outils, les technologies, les services, les serveurs, les browsers et cetera, tout soit disponible. Donc FIDO propose, à l'origine, l'objectif c'était d'avoir un monde sans password. Donc ça, c'est vraiment le gros message. Donc c'est une gamme complète de technologies, d'authentification, basées sur, la biométrie, par exemple, mais aussi sur des systèmes, de communication qui existent, auxquels on rajoute, de la sécurité. Tout est basé sur la clé, la cryptographie à clé publique. Et l'objectif, évidemment, c'est que pour l'utilisateur, ce soit le plus simple et le plus sûr, possible. Là, il y a plusieurs, protocoles historiques, à FIDO, qui sont les protocoles, pour ceux qui connaissent un peu U2F et UAF, mais globalement maintenant on ne parle plus que du protocole FIDO2 ou encore, sous son nom,
CTAP, donc Client to Authenticator Protocol. Donc ça permet aux utilisateurs de se connecter avec soit leur mobile, soit un token de sécurité de façon très simple avec de la biométrie qui va déverrouiller un certain nombre de clés à l'intérieur du device. Alors, vous avez parlé d'authentification, effectivement. Alors, l'authentification et le multifactor authentication, c'est un peu l'ADN de FIDO. Et très récemment, donc les 3 acteurs majeurs dont je parlais, donc Google, Apple et Microsoft, proposent le développement d'une nouvelle fonctionnalité donc au sein de FIDO qui va un petit peu changer et révolutionner un petit peu la façon dont c'est fait jusqu'à maintenant, qui va proposer donc cette nouvelle fonctionnalité qui sera déployée sans doute en 2022 et qui permettra à un utilisateur, une fois qu'il est connecté, logué sur son compte, de pouvoir avoir accès à ces mécanismes d'authentification FIDO, quel que soit le device, quel que soit l'appareil qui va utiliser, donc son mobile, sa tablette, son portable, son ordinateur de bureau, etc. Donc, c'est vraiment très important. Donc, l'authentification, c'est vraiment très important. Et d'autant plus que l'authentification, une authentification forte, c'est bien souvent demandé dans le cadre de la réglementation. Et en Europe, donc, il y a quelque temps, il y a eu la directive sur les services financiers, la PSD2, avec la notion de Strong Customer Authentication. Donc, la FIDO a travaillé avec la Commission européenne pour montrer que les solutions proposées par FIDO répondaient à ces exigences de forte sécurité au niveau de l'authentification. Et plus globalement, je pense qu'on parlera peut-être après d'identité numérique, on travaille aussi sur ces sujets-là. Vous avez parlé d'IDAS, enfin vos anciens, les présentateurs de la session de blockchain ont parlé du règlement IDAS. Tout le monde a On a parlé travaillé. IDAS toute la journée. Ouais, ben voilà. FIDO a travaillé aussi étroitement pour démontrer que les solutions qui étaient développées à FIDO répondaient parfaitement aux exigences du règlement donc, qui est en cours et travaille également aujourd'hui avec la révision de ce règlement et la notion de wallet. D'accord. Alors donc si je comprends bien, tout ce que je vois arriver dans ma boîte mail, parce que je reçois aussi beaucoup de communiqués de presse, même si je suis journaliste, et qui nous dit que, mais ça fait déjà 2 ou 3 ans que ça dure, demain la fin du mot de passe, la fin des mots de passe. Donc finalement, la fin du mot de passe, oui, on y vient à la fin du mot de passe. Alors, la fin du mot de passe, alors on y vient. Donc, je pense que vraiment avec cette fonctionnalité-là dont j'ai parlé, qui est vraiment quelque chose de nouveau et vous avez sûrement eu plein d'annonces de presse à ce sujet-là, de l'Alliance FIDO, mais aussi d'organismes de presse, parce que ça répond notamment à un problème qui est assez difficile à résoudre, qui est qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'utilisateur, quand je perds mon appareil? Comment je fais pour ne pas être obligé de tout recommencer, pour me réenregistrer sur tous les sites sur lesquels je surfe habituellement? Et ça, cette nouvelle fonctionnalité va permettre de résoudre ce problème-là. Donc oui, définitivement, FIDO pense que 2022 sera l'année véritablement où ces acteurs, et de toute façon, Microsoft et Google ont déjà annoncé qu'ils ne supporteraient plus le mot de passe pour l'activation et la connexion à leur compte. Donc clairement, c'est en marche et 2022, c'est la bonne année. Je dirais même plus que finalement, on n'est même pas sur une question de futur ou du futur proche, c'est qu'on est dans le présent. Le passwordless, de par finalement l'ensemble des grands acteurs du marché, de l'access management, propose notamment le protocole FIDO2 et qui permet justement d'avoir cette notion de passwordless. Bien entendu, on est encore à un niveau d'implémentation qui reste faible en France, parce qu'il y a encore des sujets importants sur lesquels il faut plancher, notamment cette question de notamment la perte justement de notre moyen d'authentification, parce que finalement, peut-être pour resituer le contexte pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le passwordless, comme le nom l'indique, c'est une authentification sans mot de passe, mais finalement, le passwordless n'est ni plus ni moins qu'une authentification forte sans mot de passe, si on devait résumer les choses et les synthétiser. Donc, comme on peut le voir, c'est que on va être véritablement dans ce qu'on notamment prône chez Devoteam, à savoir la sécurité comme partenaire du business et comme un vecteur de valeur ajoutée, c'est qu'on va améliorer notre posture sécurité à travers cette authentification forte, tout en améliorant l'expérience utilisateur, parce que finalement, on ne va plus avoir ce mot de passe qu'il faut changer tous les 3 mois avec un historique de 40 anciens mots de passe avec une certaine complexité. Bon, mais du coup, on est vraiment
dans quelque chose qui répond à une problématique, plus finalement cette notion de coût pour lequel on va avoir une réduction des coûts, parce que quand on regarde tout ce qui est service desk, help desk, la majorité de leurs tickets, la majorité des appels concernent les mots de passe. Donc on peut imaginer les gains qu'on peut avoir finalement en se débarrassant du mot de passe, mais cela, comme je l'avais indiqué, apporte de nouvelles questions par rapport à la logistique, par rapport à la disparition des mots de passe sur les applicatifs, sur des référentiels, sur notamment des applications legacy qui ne supportent pas les nouveaux protocoles. Donc il y a encore ces questions-là qui se posent. Mais en tous les cas, clairement, parmi les sujets d'actualité présents et futurs, il y a le passwordless, il y a l'intégration de l'intelligence artificielle, finalement, dans tous les outils de sécurité. C'est ce qui fait un peu le buzz actuellement, mais du coup Alors aussi sur justement, les sujets. Karim, Oui, je vous coupe justement parce que j'étais étonné aujourd'hui qu'on en ait si peu parlé. C'est-à-dire que finalement, l'IA, dans toute cette journée, je crois qu'on l'a évoqué une fois lors d'une conférence, lors d'une session sur l'archivage électronique, et encore, vous voyez, donc, oui. et pourtant, donc, Et pourtant, et pourtant, c'est un sujet extrêmement important, parce que actuellement, l'ensemble des acteurs du marché, Béatrice parlait de Microsoft et d'autres, mais l'ensemble des leaders intègrent l'intelligence artificielle dans leurs produits. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans une nouvelle réalité où on est dans une ouverture en termes de partenaires, de collaborateurs avec qui on va discuter, avec la démultiplication des devices. Donc, il y a l'IoT, il y a les devices personnels, il y a le cloud. Et donc, on va se retrouver avec une explosion des signaux, une telle explosion où finalement on a besoin d'automatiser, où on a besoin d'aide supplémentaire. Et donc c'est là finalement où l'intelligence artificielle arrive, c'est pour justement répondre à ces nouveaux enjeux et finalement de faciliter la compréhension, parce que finalement on a une difficulté liée à cela. Et on retrouve cette intégration de l'intelligence artificielle dans l'ensemble du portfolio cybersécurité, mais on le retrouve aussi par conséquent sur les sujets de confiance numérique et notamment d'identité et d'accès. C'est là typiquement où on va retrouver ce fameux modèle Zero Trust. Un des composants qu'on va retrouver, c'est le fait de pouvoir récupérer un certain nombre de métriques liées à une authentification, à savoir quel est le compte qui est utilisé, à quelle heure on se connecte, à quelles ressources on veut se connecter, à partir de quelle localisation, etc. Et en fait, de récupérer le maximum d'informations et de pouvoir faire une analyse et de pouvoir en sortir avec un score de risque et basé sur ce score de risque-là, prendre des actions. Et donc c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, et aussi par rapport au comportement des utilisateurs. C'est-à-dire que un utilisateur normal ne va pas avoir le même comportement qu'une personne malicieuse, ou et quand je dis malicieuse, soit à dessein, soit finalement à travers une compromission d'un compte de par une attaque qui est réalisée. Et donc cette intelligence artificielle permet de détecter ces comportements anormaux et de pouvoir lever l'alerte, voire même de réaliser en autonomie un certain nombre d'actions pour le bloquer. Et chose qui ne serait pas possible en termes de réactivité si on n'avait pas cette puissance de l'intelligence artificielle. Béatrice, vous vouliez réagir? Oui, oui. L'IA. Donc, vous avez cité des mots-clés, donc intelligence artificielle, identité. Effectivement, moi je dirais que l'intelligence artificielle, peut-être que les gens n'en ont pas parlé au cours de la journée parce qu'on peut le voir comme un outil, c'est-à-dire qu'on met en place des mécanismes et puis les outils avec lesquels ils marchent, ben, c'est maintenant de plus en plus l'intelligence artificielle. Moi, je donnerai l'exemple de la biométrie. Donc, comme j'ai dit, FIDO propose des programmes de certification et un des programmes très importants, c'est autour de la biométrie. On vérifie selon des critères qui sont le FAR, le FRR, le PAD, donc l'aspect vie, enfin, liveness de La preuve de vie. l'utilisateur. Voilà. Et pour toutes les expériences
on va dire, les modalités classiques, mais on réfléchit aussi actuellement à d'autres modalités. Donc là, typiquement, l'intelligence artificielle, elle intervient parce que, voilà, on va faire de la reconnaissance biométrique. On va entraîner des algorithmes au lieu de décrire, comme on faisait avant, un logiciel de matching un petit peu classique. On va en fait entraîner avec de l'apprentissage automatique, donc du machine learning. On va entraîner donc un modèle pour qu'il reconnaisse de la façon la plus fine possible les utilisateurs, les photos qu'on va lui montrer, l'utilisateur qui va arriver. Typiquement, j'ai participé il n'y a pas longtemps à une séance de capture. Donc, on allait on a fait une sorte de séance photo où on était donc pris en photo avec différents types de luminosité, en masque, pas de masque, des lunettes en masque, des caméras plus ou moins sophistiquées qui vont détecter des choses plus ou moins fines, etc. Tout ça pour fournir une base de données à l'intelligence artificielle, à ces algorithmes d'apprentissage automatique et ainsi espérer que l'algorithme de matching qu'on va mettre en face quand on va faire des reconnaissances d'identité sera le plus fiable possible parce qu'on aura balayé un large ensemble d'utilisateurs. Et à propos de l'identité aussi, je pense que l'identité, effectivement, c'est quelque chose de fondamental. Il y a des règlements, donc le règlement aussi qui arrive, la révision du règlement IDAS, etc., avec cette identité. Et on doit, donc FIDO, je disais, c'est basé au départ sur l'authentification, mais depuis 2-3 ans, FIDO a ouvert le champ à des sujets qui sont assez connexes et qui sont très importants et qui sont vous avez déjà cité les deux, donc l'identité et l'Internet des objets. Donc l'identité, l'objectif, un des premiers objectifs du groupe qui s'occupe d'identité, c'est de fournir un programme de certification pour valider l'authenticité des documents qu'on propose quand on veut s'identifier. Donc ça, c'est la première chose. C'est un programme qui est en cours de validation et qui devrait sortir bientôt. Et ensuite, on a un programme au niveau donc, de l'IoT, donc l'Internet des objets aussi important, avec de l'intelligence artificielle effectivement aussi. Et le premier programme que propose FIDO, c'est un programme d'enrôlement automatique. Donc l'utilisateur, si un utilisateur n'a quasiment rien à faire à part dire je branche mon appareil sur le réseau, et tout se fait de manière la plus automatisée possible, et évidemment sans mot de passe. Une réaction peut-être, Karim, au côté à l'IoT, parce que vous en parliez tout à l'heure. C'est vrai que là, on mesure pas bien toute la sécurité ou ce qu'il faut mettre autour de tout ça. Quand vous dites IoT, ça comprend aussi les terminaux mobiles ou ça comprend que Non, quand on parle d'IoT, on parle véritablement des systèmes embarqués, donc finalement un peu ce qu'on retrouve comme capteurs, les thermostats, etc. Donc, et finalement, ce sujet est notamment très prépondérant quand on est sur le domaine de l'industrie, parce que finalement l'IoT, de par finalement ces capteurs-là, ont une application très intéressante au niveau de l'industrie. Donc il y a en effet un sujet autour de la sécurisation de tout ce qui est IoT et qui reste pour le moment à un niveau qui est inférieur par rapport à d'autres types, disons, d'équipements. Parce que finalement, c'est un peu le même cycle qu'on va retrouver, c'est qu'on a une nouvelle technologie et finalement, et c'est ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, on pense à la sécurité dans un second temps et la sécurité est en train de rattraper finalement la technologie. Et on va retrouver ce sujet d'intégration de l'IoT dans notre paysage de sécurité, et notamment par rapport aux identités, donc de pouvoir finalement gérer les identités des IoT comme les autres identités, et donc avoir un écosystème qui est pérenne et viable en termes de sécurité. Après, en effet, il y avait Béatrice avait parlé d'identité. On a beaucoup finalement parlé d'authentification, mais ça a été un thème qui a été abordé. Je l'ai vu par ailleurs auparavant sur le sujet de l'identité. La grande révolution finalement, parce que ça va être quelque chose qui est véritablement disruptif, c'est ce fameux decentralized identity, d'identité décentralisée, ou ce qu'on appelle parfois le self-sovereign identity,
ce que j'aime dire finalement, c'est que et qui est assez parlant, c'est que maintenant, identity is money. L'identité, c'est l'argent. C'est-à-dire pourquoi? Parce que quand vous allez partir payer avec votre carte bancaire, vous ne payez pas, ce n'est pas de l'argent, vous ne faites que prouver votre identité. Après, bien entendu, derrière, il y a le système bancaire qui est derrière, mais c'est pour finalement illustrer l'importance de l'identité. Et cette conscience qu'on a de l'importance de l'identité, on l'a par rapport à nos différents vecteurs d'identité physique, nos cartes d'identité, nos passeports, etc. Mais finalement, on voit qu'on n'a aucun souci à laisser nos données particulièrement sensibles, notre identité, à la main de sociétés sur lesquelles on a peu ou pas de contrôle. Donc le fait d'avoir une identité qui est en pleine possession des utilisateurs et sur lesquels on va pouvoir avoir une capacité de maîtriser les informations qu'on va partager va être quelque chose qui est intéressant et qui va être disrupteur. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans un modèle actuel qui n'est pas forcément en silo comme on avait auparavant, mais en multi-silo où on a du Google, où on a du Microsoft, où on a du Facebook qui ont les identités. Et donc là, on va véritablement avoir une véritable décentralisation de l'identité. Et donc, ça va avoir un effet sur les solutions actuelles qui devront de facto pouvoir proposer l'usage de ces identités décentralisées. Très bien. Alors, on a parlé aussi aujourd'hui à plusieurs reprises d'éco-responsabilité. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que toutes ces technologies peuvent à un moment être éco-responsables, ou en tout cas, et est-ce que c'est un sujet que vous sentez quand même affleurer? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on en parlait sur la partie Tech Radar. On a tout un volet qui est lié à ce qu'on appelle sustainability, avec la durabilité. Donc, on y retrouve un certain nombre de thématiques. Mais ce qu'on remarque en termes de mindset, finalement, c'est que on ne demande plus que les technologies n'aient pas un effet négatif sur l'environnement, sur la société. On demande à ce que la technologie viennent apporter des solutions à ces différents enjeux de durabilité et finalement d'environnement, etc. Donc on retrouve, euh, on retrouve un certain nombre d'éditeurs, de solutions qui vont permettre de maîtriser notamment son impact environnemental. Il est vrai, et le fait de passer notamment par le cloud aussi est un sujet intéressant parce que la plupart des grands cloud providers ont des stratégies d'énergie verte. Donc déjà en soi, c'est un impact qui est positif. Après, bien entendu, on a les écueils aussi du cloud, où on a parfois une surconsommation. Qui dit une surconsommation de ressources cloud dit une surconsommation en termes d'énergie. Donc, il faut savoir optimiser un peu tout cela. Et après, on va retrouver un certain nombre de sujets, notamment qui est lié aux données, pour pouvoir finalement réussir nos stratégies RSE, de pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement. Et, euh, et cette question aussi de confiance numérique est particulièrement intéressante parce que, par exemple, le self-sovereign identity, au-delà des notions de vie privée, de maîtrise de nos données, va être aussi un formidable vecteur de contribution à la société de par justement on peut imaginer le vote complètement digital qu'on ne peut pas faire actuellement justement parce qu'on n'a pas une confiance que, 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 que les élections ne pourront pas être truquées parce qu'on n'a pas assez de garde-fous, parce que justement on n'a pas cette identité qui est véritablement à la main des utilisateurs. Mais voilà, on a de vrais enjeux de démocratie et de société qui peuvent être portés par la technologie et pour que la technologie finalement
puisse porter ces enjeux de société, on a besoin de confiance numérique. Et je pense que les différents sujets qu'on a pu aborder lors de cette journée ont permis d'éclairer un peu cette partie. Je l'espère en tout cas. Ça fait écho aussi, l'éco-responsabilité au sein de l'Alliance FIDO, Béatrice, ou... Alors, j'avoue qu'au sein de l'Alliance FIDO, c'est pas quelque chose qui est central dans nos discussions. C'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur les aspects techniques. Évidemment que les aspects durabilité sont nécessaires dans toute démarche aujourd'hui, hein. C'est demandé par les utilisateurs, c'est demandé par les citoyens, donc forcément, ça rejaillit sur les gouvernements, ça rejaillit sur donc les industriels dans le type de solutions qu'ils déploient. Évidemment que moi j'ai envie de dire à titre personnel que le pendant, c'est qu'on voit on a de plus en plus de données à gérer, à traiter. L'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données. Je suis pas sûre que ça, ce soit très compatible avec un fonctionnement plus vert, on va dire, et moins coûteux en énergie que ce qu'on utilise actuellement. Donc, tout l'objectif et justement tout le défi, c'est d'arriver à faire des nouvelles technologies qui soient quand même respectueuses en termes de consommation pour le Ouais. futur. Et je Et pense puis que c'est un alors, défi. bah oui, c'est un vrai défi, je suis Ouais. d'accord avec vous. Et puis alors, le dernier mot-clé qu'on a abordé au cours de cette journée, c'était la cryptographie. Et je crois qu'au sein de l'Alliance, vous développez une nouvelle Oui, alors génération d'algorithmes. au sein de l'Alliance, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est principalement, ce sont des solutions qui sont basées sur la cryptographie asymétrique. Alors, je ne sais pas si les participants en ont entendu parler, mais il y a, alors là, c'est pour le coup, on va dire un futur un peu plus lointain, mais qui a un impact très très proche, qui est de dire que il peut et il va certainement arriver l'avènement de l'ordinateur quantique. Avec ça, on sait que les algorithmes les algorithmes cryptographiques qu'on utilise actuellement, qui sont basés sur la cryptographie à clé publique, donc par exemple le RSA, l'algorithme Diffie-Hellman pour faire de l'échange de clés, donc RSA pour faire de la signature. Ces algorithmes vont être cassés, donc ça veut dire qu'on ne pourra plus compter sur eux pour protéger nos données. Alors effectivement, on ne sait pas à quelle échéance ça va arriver, mais malgré tout, il est nécessaire d'y réfléchir dès maintenant. Et en fait, la réflexion, elle a commencé déjà il y a 4 ou 5 ans. Donc, il y a un certain nombre d'organismes comme le NIST, l'ISO, l'ETSI, hein, si je cite des organismes de normalisation, qui ont lancé donc des appels à contribution. Donc, il y a un projet du NIST qui est en cours, qui devrait publier sous peu, en tout cas avant 2024, les futurs algorithmes qu'on appelle post-quantiques, donc des algorithmes qui ne seront pas vulnérables quand un ordinateur quantique sera calculé de façon beaucoup plus puissante que les ordinateurs actuels. Et ce qui est très important et ce qui est mis en avant aussi par le NIST, par la NSSI, donc en France, par de très nombreux organismes, c'est de dire certes, ça n'arrivera pas dans les peut-être 10 ans à venir, mais le jour où ça arrivera, malheureusement, il faudra être prêt. Ça veut dire qu'il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut que chaque entreprise ait une stratégie de migration. Et derrière une stratégie de migration, on entend la plupart du temps de la crypto-agilité, c'est-à-dire que tout ce qu'on utilise avec de la cryptographie, il faut que ce soit le plus défini de façon le plus haut niveau possible pour que dès que les algorithmes nouveaux vont être disponibles, on puisse changer les algorithmes qui sont implémentés actuellement. Donc ça, c'est la crypto-agilité. Et je vais dire la tendance et le futur très proche de demain, c'est l'hybridation. Donc, typiquement, la NSSI recommande d'utiliser dès maintenant des algorithmes et des protocoles hybrides. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, ce sont des algorithmes ou des protocoles qui combinent à la fois un algorithme cryptographique classique, on va dire, comme du RSA par exemple, et qui combinent avec un algorithme qui résistera dans un futur post-quantique, puisqu'il y a déjà des algorithmes qui ont été standardisés, normalisés, ce qui fait que cette combinaison les rendra sûrs dans un monde et dans l'autre. Et donc, c'est un schéma de migration qui est fortement recommandé par la NSSI, au moins jusqu'en 2030. Voilà. Donc, c'est le futur, pas si proche, mais en termes de migration et de planification, aujourd'hui, c'est déjà C'est trop maintenant. tard. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, merci à tous les deux
de nous avoir éclairé sur finalement ce qui est d'actualité aujourd'hui, hein, la fin du mot de passe, on en a parlé au tout début, et puis sur ce qui arrivera donc demain, 2030. Merci encore hein, d'avoir participé. Donc je mettrai nous mettrons dans le lien, enfin dans le mail qu'on enverra avec le lien du replay, le lien pour télécharger le Tech Radar Devoteam et un lien pour que les personnes intéressées puissent se rendre sur le site de l'Alliance FIDO et se renseigner de toutes ces technologies. Voilà, la journée, en tout cas pour nous, est terminée. Voilà, c'était une grande journée. J'espère que voilà, il y a Fabien qui nous rejoint, qui a animé la journée avec moi. Voilà, Fabien, c'était bien. Mais oui, c'était bien. Bon, J'espère c'était surtout que c'était parfait. bien pour les participants, ma foi. Tant mieux, tant mieux. Alors, merci à tous. Merci à vous deux encore. À une prochaine fois. Et puis, rendez-vous l'année prochaine ou dans quelques mois pour une version 3 de cette journée confiance numérique. Merci. Au revoir. Merci. Merci, Au bonne fin de revoir. journée.